Le sprinkler, Mimi. Puis là, on peut passer dans ces cas-là à l'aspect define. La Donc, deuxième à étape, l'étape le 2. define. Ouais, la définition finalement de la problématique. Parce qu'au début, je ne sais pas si tu te souviens, Eric, au début, quand on est arrivé avec notre première problématique, souvent c'est ça, hein, on arrive avec une première problématique qui est oh, bah alors là, mouchoir égale maladie, maladie égale j'ai mon nez qui coule, oh, il faut innover avec ça. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on se rend compte que finalement on était obtus, Oui, hein? hein, Et c'est puis comme. que Oui, faut avec regarder un petit peu. l'empathie, Oui. voilà, avec l'empathie, on découvre finalement tous les cas, ou en tout cas, on essaye d'aller voir toutes les possibilités qui sont sources d'innovation. Mhm. Donc, ensuite, on est dans la définition. Donc là, on a toutes nos informations. Puis là, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que il faut un esprit d'analyse. Moi, ce que j'utilise, vous avez peut-être entendu parler, c'est de la carte de l'empathie. Mhm. Donc là, par exemple, je vais prendre, okay, qu'est-ce que la personne fait? Alors, on va prendre une personne allergique. Prenons l'exemple. Mathieu, on prend Mathieu. Tu sais, Mathieu, OK, alors qu'est-ce qu'il Mathieu, fait? c'est toujours notre victime en passant. Hein? Je suis le C'est crash vrai? test dummy, c'est correct. J'ai ce posture-là, naturellement. Tu veux utiliser ton nom d'artiste, Mathieu, ou ça Bob. va? Bob. C'est correct, je peux OK, être Bob encore. alors on va Je peux prendre Bob. interpréter Bob. Mais encore une fois, on n'en est pas au persona pour le moment. Hein. On en est vraiment, tu sais, encore une fois, on n'en est qu'à la disposition. C'est parce que là, on a fait un entretien, par exemple, avec Mathieu. Hein, donc, pas avec Bob. Bob, ça va peut-être être notre persona, qui va être une compilation finalement de plusieurs entretiens. Puis de se dire, ah oui, il y a comme un pattern que l'on a défini. Et là, ça va être Bob. Mais Mathieu, tu sais, en tant que Mathieu, tu nous as raconté une histoire et on va te faire ta carte d'empathie. Donc, on va dire, OK, Mathieu, qu'est-ce qu'il pense? Alors Mathieu, déjà, il est toujours au centre de la carte de l'empathie. Donc Mathieu, comment dire? Comment tu te définirais, toi? En tant que consommateur de mouchoirs ou en général en dans la tant vie? que personne dans la vie? Si on me le demande, généralement, je commence par père, suivi de quand même assez porté sur le sport, l'écologie et l'agilité. Généralement, là, c'est pas mal ça qui me caractérise. Puis avec ouais, ça c'est le mois de novembre, mais ça va disparaître bientôt, j'espère. Puis généralement, qui aime bien contribuer à des causes. Généralement, quand même. Tu vois? Ok, d'accord. Donc voilà, tu vois, on a cette personnalité-là. Donc, ok, il est papa, il est sportif, il aime bien contribuer à des causes. Ok. Et puis, il est allergique. Ah, il est allergique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se trimballe toujours avec sa boîte. Et puis, qu'est-ce qu'il ressent? Alors, tu vois, on a le ressent, on a qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent un peu de frustration de dire où est-ce que je mets mes vieux papiers, et puis j'en ai plein, et puis ça fait en tout cas un peu de l'énervement. Ok, de l'énervement, d'accord, on a de l'énervement. Bon. Et puis, donc, qu'est-ce qui fait? Quelles sont ses émotions? Ça, on l'a vu, un peu d'énervement. Donc là, on va avoir plusieurs personnes comme ça que l'on va. Vous voyez là, on ne parle pas de produit, on ne parle pas de la problématique centré humain, c'est vraiment ça. On va vraiment creuser. C'est quoi la personne, qui elle est, et puis donc voilà. On Donc peut par faire rapport plusieurs cartes d'empathie ou ouais, c'est exactement. on en fait plusieurs. Ok. Ouais. Okay. Normalement, on en fait une par entrevue. Okay. Parce que tu sais, pendant 1 heure, là, on en prend de la donnée. Mm-hmm. On en prend, on note. Puis ensuite, on cartographie. Okay. Ça va nous aider finalement à segmenter l'information. Tu sais, quand on a plein d'informations, comment on fait un choix? Déjà, la carte de l'empathie, OK. Émotion, ressenti, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? OK. Déjà, on divise les informations, la liste d'informations. Comme ça nous permet de mieux analyser. Puis en bas, on a aussi tout ce qui est frein et puis tout ce qui est espérance. Donc, qu'est-ce qui te freine dans ton expérience? Puis toi, qu'est-ce que tu espérerais que cette solution t'apporte? Alors, on ne lui demande pas comme ça à la personne. Hein, on est vraiment en écoute. Donc, on ne dit pas à la personne, ah oui, et toi, comment tu verrais une boîte jamais. On est vraiment dans le, OK, vas-y, dis-moi comment tu sens. Bon. Alors, la question qui tue, flash les lumières, qui fait cette carte d'empathie?
Alors, reprenons au départ. Puis là, on revient avec le chariot de l'idéo, finalement. Okay. Finalement, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que je verrais deux réponses à ça. La première réponse qui serait très corporative, et puis on y va avec un département marketing recherche et tout ça. Là, finalement, on fait comme soit des focus group, soit des entrevues. Puis, voilà. Et puis, l'équipe pluridisciplinaire qui travaille sur le projet va être à l'écoute. Va être à l'écoute de faire ça, va être à l'écoute. Puis ensuite, on va probablement avoir la compagnie de marketing qui va nous faire un résumé. Alors, vous voyez, ça peut être ça. Mm-hmm. Mais ce que j'ai vécu dernièrement, là, avec mes derniers ateliers, c'est que je demande à l'équipe pluridisciplinaire d'y aller. Ouais. Même s'ils n'ont pas « Oh non, mais Fabrice, on n'a jamais fait ça. » Pas de problème. Tu vas apprendre. Je vais te donner tous les… Puis là, il y a un atelier où je les prépare à poser les bonnes questions, à poser des questions ouvertes et pas fermées. Le « est-ce que » tu le barres. Tu fais le comment, le quand, le pourquoi, toutes ces choses-là. Mais tu fais jamais le est-ce que, tu fais jamais le… Et entre ça et ça, tu préfères quoi? Non, et tu verrais quoi, toi? Non, voilà. Donc, toutes ces choses-là. Et tu laisses exister le silence après la question. Exactement, exactement. Tu parles à deux coachs agiles, hein? Fait que… Mais oui, voilà. Et finalement, moi, je le vois là, avec les gens avec qui j'ai travaillé, qui pourtant connaissent la méthode agile et tout ça. Je les ai vus dans les entrevues de départ, puis je les ai vus dans les entrevues de test après. Écoute, c'était le jour et la nuit, puis même eux, ils l'ont dit « hey, Fabrice, on a battu un record !» Ils étaient contents. C'est 24 secondes de silence. Oh, merveilleux ça. 24. C'est long, 24 secondes. C'est énorme, 24 secondes. C'est énorme. Et je les ai félicités, j'ai fait oh. Et puis, c'était pas malaisant, vous avez simplement laissé la personne réfléchir. Bravo. Puis, vous n'avez pas embarqué sur une autre question. Donc pour répondre à ta question… c'est 24 secondes x 2, hein? Parce que des fois, c'est 24 secondes. Il y a des gens, il y a un malaise qui s'installe, quelqu'un fait une blague, tout le monde part à rire, et là, tu reposes la même question. Il y a un autre 24 secondes qui s'installe. C'est merveilleux. C'est apprendre tous ces comportements-là. Oui. Donc, c'est vrai. Je dirais, soit on peut y aller avec quelque chose de très, très organisé, avec des gens professionnels de ça, ou finalement, l'équipe pluridisciplinaire, allez-y. Okay. Donc, ça peut être une équipe de produits, si je peux résumer un peu ou englober l'entité qui pourrait leader ce genre d'activité, une équipe produit, ou une équipe produit en collaboration avec les gens qui vont implanter la solution. Une équipe, OK, quand tu parles d'équipe produit, c'est marketing, recherche, voilà. Les gens qui font les entrevues et tout ça. Quelqu'un comme toi, par exemple. Ça, c'est la formule typique. Classique. Tu peux me corriger, hein? C'est vraiment Ouais, en fait, c'est le… Comment dire? Il y a une différence entre l'équipe qui va travailler dessus et puis ta question qui disait comment on fait des entrevues. Donc, si on revient un peu en avant, l'équipe pluridisciplinaire, elle, il faut qu'elle soit vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est soit une équipe de chefs de produit et puis ou bien une équipe d'implantation. Il faut vraiment que dans cette équipe-là, de base, à la base, qui vont soit faire appel à des gens extérieurs pour sous-traiter ça ou bien qui vont participer. Okay. Mais cette équipe pluridisciplinaire, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs types de personnes, c'est-à-dire des chefs de produits. Okay. Oui, vas-y, dis-moi. Non, c'était ma question. Quels sont les éléments, quelles sont les compétences que tu recherches dans une équipe pluridisciplinaire pour maximiser la valeur de l'exercice? Évidemment, tu parles à deux coachs agiles, comme je disais tantôt. Donc, on a tendance à inclure le plus tôt possible, si on parle de développement logiciel,
le programmeur. Des QA, des développeurs, des analystes, toute la gang là, qui Le compose. programmeur, dans une équipe produit ou dans une équipe d'impact, le programmeur il va participer avec les gens de produit, les gens de marketing, la personne dans les ressources humaines s'il faut. Ils vont même s'asseoir avec Juliette qui a la COVID, là, même via vidéo, pour vraiment comprendre parce que nous faisons l'hypothèse qui est souvent confirmée que si l'empathie elle est développée dès le départ par un programmeur, le gars ou la fille qui fait du code, par le programmeur, va au final produire quelque chose qui a plus de valeur. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça ma question. Est-ce que dans les gens qui font le travail, par exemple, dans le travail de définition de la problématique, est-ce qu'on pourrait inviter des programmeurs, puis le QA, puis l'analyse d'affaires dans l'exercice? Moi, je dirais on devrait. On devrait même, OK. Ah ouais. Parce que finalement, moi, j'apprends tous les jours. Hein. C'est-à-dire que projet après projet, j'apprends. Puis là, en ce moment, je suis en train dans l'équipe où on est, comme je vous l'ai dit, il y a mon collègue, il est plus gestion gestion du changement. Ouais. Puis j'ai intégré ça dans mon approche. C'est-à-dire qu'au départ, quand on va choisir les gens, au début, j'ai dit il faut que ce soit pluridisciplinaire, donc des gens qui vont être en relation avec la solution. Donc, exactement ce que vous avez dit. Puis, en étant au contact de quelqu'un qui fait de la gestion du changement, eh bien, on a utilisé la matrice des parties prenantes. Okay. Et c'est là où on s'est dit, OK, il y a des gens qui sont impactés, il y a des gens qui doivent être informés, il y a des gens… Puis, de par cette matrice des parties prenantes, on a dit, bon, qui doit faire partie de cette équipe pluridisciplinaire? Et ça a été un bon filtre, finalement. Parce que, par exemple, on s'entend, je suis chez Vidéotron, il y a des ingénieurs. Hein? Bon. Eh bien non, désolé. 50% hommes, 50% femmes. Je ne voulais pas avoir que des hommes. Pourquoi? Parce que la majorité chez les ingénieurs, ce sont des hommes. Pourquoi? Parce que cet apport féminin, cette vision des choses pourrait nous amener beaucoup plus que si on est entre gars, avec notre même façon de penser et toutes ces choses-là. Donc, pour répondre à ta question, Eric, oui, toutes les personnes, autant que possible, des équipes de 9, c'est au maximum. Parce que, à un moment donné, quand on est trop, la réactivité… Il y a une communication à un moment donné. Oui, puis c'est dur de créer une vraie expérience pour un projet de design thinking quand on est plus que 9, parce qu'après, ça devient… voilà, en tout cas, et 9, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a ça. Et puis, puisque tu m'ouvres la porte, je vais te dire, moi, mon petit truc que je fais en plus, c'est moi, je fais toujours appel à une épice. Moi, j'appelle ça l'épice. Une épice, OK, oui. Ouais, une épice. C'est-à-dire… Un peu de coriandre. Ouais, exactement. Je prévois du cajun, moi, là. OK. Voilà, en fait, ça dépend quel type d'épice. Et dans l'idéal, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la compagnie. Ah, ouais. Carrément. Ouais. C'est quelqu'un qui va nous amener ailleurs. Mais c'est quelqu'un, attention, c'est quelqu'un quand même qui a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est-à-dire, mais c'est quelqu'un qui va nous dire, mais pourquoi vous faites ça? Tu invites un cocon dans un pot de cornichons? Oh. C'est vraiment ça, c'est vraiment le côté… Parce que quand on est tous ensemble, dans la même culture, puis on a l'habitude, bon, il y a des choses qui sont usuelles, puis dont on a l'habitude. Les croyances fondamentales de l'organisation. Ouais, mais une personne qui vient de l'extérieur, elle va dire, pourquoi vous faites ça? Ouais. C'est parce que c'est normal. Non, mais moi, j'arrive pas, je vois vraiment pas pourquoi vous faites ça, parce que ça n'a pas de sens. Quoi, ça n'a pas de sens? Et puis là, on apprend. Et donc, dans l'idéal, les épices viennent de l'extérieur de l'entreprise. Et puis, si on ne peut pas, au moins de l'extérieur du département ou de la vice-présidence. C'est quelqu'un qui ne connaît pas notre réalité, puis qui va dire « Ah ben non, parce que nous, dans notre département… » Je reviens au petit Lego. Nous, dans notre Lego, on le fait différemment. Hein? Ah ouais, c'est pas con ce que tu viens de dire. Mais raconte-nous un peu comment tu le verrais. Et voilà. Donc,
la constitution de l'équipe pluridisciplinaire, c'est un peu ça. C'est oui, vous avez tout à fait raison. Toutes les personnes qui seraient impactées ou qui auraient après l'approche design thinking, on passerait dans l'implantation et tout ça. S'il y a des personnes qui peuvent faire partie dès le départ de la réflexion, elles doivent faire partie. Mais en plus, la petite épice, ça nous amène ailleurs. Alors, je nous ramène. Vas-y, Mathieu. J'allais dire, à date, on a touché beaucoup à l'empathie, on s'est beaucoup amusé. On a fait la cartographie. On a parlé un petit peu du define. On l'a un petit peu abordé. On est rendu où maintenant? Alors voilà. Alors donc, c'était ma question, en fait. C'est ça. Quel serait le livrable de la définition de la problématique? En fait, le livrable de tout ça, c'est premièrement la définition de pattern, donc de comportement, que l'on va finalement définir en persona. Donc là, on va avoir Bob, qui est la personne allergique. On a Juliette, qui est tout le temps malade, ou en tout cas qui a un gros rhume. On a Francis, qui lui a 8 ans. Et puis, lui, finalement, la boîte, pour lui, c'est un jeu. Comme ça. On a vu finalement toutes les utilisations possibles et inimaginables de Francis avec la boîte. Tu vois? Donc, on va se limiter à ces 3 personas-là. Mais le livrable, c'est ça, finalement. Le livrable, c'est, OK, on a nos 3 personas. Et puis, suite à ça, eh bien, on va définir un point de vue. Donc, le point de vue, c'est définir finalement un persona. Il va falloir choisir un persona. Ouais. Prenons Bob, on a dit. Ouais. Alors, Bob, on va dire, OK, quel type de besoin il a et puis comment dire, et pourquoi il a ce besoin-là. Donc, Bob, on va dire ça, Bob est très, est très énervé. On l'a vu tout à l'heure avec l'émotion, énervement, vous vous souvenez, émotion. Et c'est de là à chaque fois où ça part. C'est pas que dans l'analyse de dire la personne a fait ça et ça. Il y a l'empathie émotionnelle, puis il y a l'empathie fonctionnelle. L'empathie fonctionnelle, c'est vraiment par étapes, tout ça. L'empathie émotionnelle, on fait une couche d'émotion, et on l'a vu tout à l'heure. L'émotion, c'est ce qui fait agir. Donc, on a dit qu'il était énervé. Donc, Bob est énervé car il ne sait pas quoi faire avec un nombre innombrable de mouchoirs utilisés quand il est en déplacement. Voilà. Et donc ça, c'est un point de vue qu'on a décidé. On aurait pu prendre Francis, on aurait pu prendre Juliette, mais disons qu'on prend Bob. Et puis, ce point de vue-là, on va le transformer en problématique avec ce qu'on appelle le « how might we », comment pourrions-nous. Parce que là, le Bob, là, ce n'est pas très inspirant. Après, quand il va falloir trouver des idées, c'est « OK, Bob a un besoin ». Alors, comment pourrions-nous? Puis là on est dans l'idéation de… On traverse, là. Ouais, en fait, non, on ne traverse pas, mais on peut décliner le point de vue. Donc, Bob est énervé parce qu'il a un nombre innombrable de mouchoirs quand il se balade, parce qu'il est allergique. Faut le tourner en disant quelle est la phrase qui va pouvoir générer assez d'inspiration pour notre idéation. Okay. Donc, comment pourrions-nous faciliter la vie de Bob en réduisant… comment pourrions-nous… Et vous voyez, c'est là où finalement on est carrément en idéation de problématiques. Alors, on pourrait dire comment pourrions-nous faciliter la vie de Bob avec… Puis il ne faut pas qu'il y ait de solution, parce que, vous voyez, j'allais dire, en réduisant la quantité, mais réduire la quantité, OK, mais on pourrait se dire, OK, comment on pourrait réduire la quantité? Ça pourrait être ça. Mais puis là, je me suis dit, oui, ça pourrait être ça, mais je me dis, finalement, est-ce qu'on est un peu trop dans la solution? Donc, il y a vraiment, vous voyez, finalement, il faut être assez ouvert dans la problématique pour générer des idées, mais pas trop ouvert pour être trop vague. Puis dans ces cas-là, on va pas avoir une idéation qui va être fructueuse. Le deep dive,
on ne va pas pouvoir vraiment approfondir la solution. Puis corrige-moi ce que je sens actuellement, c'est que c'est plus difficile à faire parce qu'on passe rapidement. Là, ça aurait été fait à travers plusieurs entrevues, on les aurait travaillé, etc., longuement. Donc, on aurait bien compris la problématique. Puis on est rendu à la verbaliser puis mettre une phrase puissante qui supporte cette problématique-là. Puis là, on tergiverse un peu parce que c'est une problématique qu'on écrit sur un coin de table rapidement. C'est correct pour l'exercice actuellement, mais je pense que c'est toutes les étapes que tu nous as mis préalablement font en sorte que l'étape de la définition est probablement plus simple d'habitude parce qu'on la vit puis on l'a. Non, OK. Ah non, c'est frustrant parce que une bonne réponse vient à 80% d'une bonne question. Donc, faut pas. Puis bon, on aura le temps de revenir. Hein, ouais. Mais c'est très frustrant. Puis, Eric, tout à l'heure, tu parlais de mes vidéos sur les étapes du design thinking. Ouais. Je l'explique dans la vidéo de la définition. C'est frustrant, c'est énervant ce truc-là. Parce que c'est comme si tu avais plein de pièces de casse-tête, puis tu n'avais pas le plan. Donc, ouais. Tu es toujours en train de faire. Ça y est. Ouais. Ah oui, ça y est, je vais pouvoir. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça. Et là, finalement, c'est un vrai casse-tête parce qu'il faut sortir quelque chose avec plein d'informations. Et puis là, tu vois, là j'ai essayé de jongler avec les différentes informations qu'on avait. Donc, comment pourrions-nous faciliter la vie de Bob avec la gestion de ces mouchoirs usagés en déplacement? Comme ça, au moins, à un moment donné, on… Okay. Et là, ça y est. Et là, on a notre problématique. Comment pourrions-nous, le how might we, comment pourrions-nous aider Bob dans la gestion de ces mouchoirs usagés quand il est en déplacement? Voilà. Oui. Donc là, on a ça. Okay. Et bien sûr, maintenant, on passe à l'idéation.